Quasiment 5% de baisse sur le CAC 40 depuis maintenant une semaine. Les bourses piquent du nez, et pas seulement à Paris, New York, mais aussi à Londres. Bonjour Franck Dedieu. Franck? Oui, je vous Bonjour, entends. comment ça va? Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bon, pour vous, cette baisse, ça traduit une sorte de piège. C'est comme ça que vous le qualifiez, de piège indiciel dans lequel sont en train de tomber les investisseurs, les spéculateurs. Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors effectivement, vous avez Parce que moi, raison, je crois vous voir venir, mais allez-y, allez-y. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, le CAC 40 est largement maintenant sous les 5000 points. C'est surtout des indicateurs et les indices américains qui sont intéressants à analyser, je crois. Ce dernier coup de tabac, à vrai dire, et ça a été assez peu dit, pointe une sorte de fonctionnement biaisé des financiers qui sont de plus en plus moutonniers. On s'aperçoit qu'à Wall Street, que vous avez quelques valeurs qui portaient les indices à des niveaux élevés, c'est les fameux GAFAM ou les Big Tech, et il suffisait de miser sur cet acronyme un peu magique pour se croire financièrement immunisé contre le virus. Alors, juste un chiffre peut-être, si vous le permettez, c'est que là, la Bank of America, les analystes ont fait des comptages. Ils ont considéré que la valeur de la Big Tech américaine, donc au sens large, les grandes entreprises technologiques américaines, dépassait à la fin août celle de l'ensemble des valeurs des sociétés européennes cotées. Donc vous avez une sorte d'hubris de ces valeurs qui atteignaient des niveaux élevés, et plus symbolique encore, vous l'avez, je pense, sur votre antenne. Vous allez me parler d'Apple qui pèse autant que le CAC 40, c'est ça? Voilà, et même que le PIB de l'Italie. Donc, effectivement. Il faut expliquer ce piège parce que derrière, si je comprends bien, vous nous parlez de l'extrême polarisation des marchés américains sur 5 valeurs sur 5 géants de la tech, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. Et en quoi c'est un problème pour les marchés? Quand ça monte, tout va bien, vous me direz. Ben, en fait, la spéculation, elle se porte sur une poignée de titres. Et effectivement, au détriment du reste de la cote. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne se porte pas sur des valeurs industrielles, sur des groupes de services aux collectivités. Cette envolée, elle crée une illusion d'optique. Oui, mais en même temps, on dit bien que ce sont eux les grands gagnants, entre guillemets, de cette crise sanitaire. Hein, puisque oui, mais on le dit, mais vous avez factuellement des indices qui comportent 500 valeurs comme le S&P, qui, quelque part, sont trompés par cette surcapitalisation de quelques-unes. Par exemple, elles pèsent 20% des valeurs du S&P, ce qui est quand même énorme. Leur destin boursier, eh bien, par ce phénomène de suivi, leur destin boursier, elle fait dépendre toute la place financière. Ça s'appelle le benchmarking, le tracking, où vous avez des investisseurs qui, finalement, pour ne pas passer à côté de la hausse, parce que c'est quelque part c'est la pire des choses pour un financier de passer à côté de la hausse, il réplique les performances des indices. Et par le même phénomène, il se retrouve obligé d'acheter du Google, du Amazon, du Apple, quels que soient les fondamentaux de cette société, quels que soient les prix à payer, en disant, mais est-ce qu'elles ont des perspectives de profit, est-ce qu'elles peuvent tenir, est-ce qu'il y a de la spéculation? Non, ces questions ne se posent plus, tout simplement parce qu'il y a un phénomène technique, mécanique, de benchmarking, de suivi, qui fait qu'on les achète, on les achète pour ne pas prendre le risque de se faire battre par le marché. Et c'est effectivement, ça crée, au-delà de l'aspect spéculatif, ça crée une illusion d'optique. À leur manière, ces investisseurs-là les suivent et nourrissent le mouvement spéculatif derrière lequel ils courent. Mais ce n'est pas la gestion indicielle qui est problématique en tant que telle, c'est le fait qu'il y ait des quelques valeurs qui pèsent trop lourd dans ces indices. Oui, donc effectivement, vous pouvez avoir techniquement, vous pouvez dire qu'il y a un conseil scientifique, des indices qui pourraient les pondérer autrement, dire simplement c'est très compliqué. On ne va pas dire parce que ces valeurs elles montent, eh bien on va les sous-pondérer. Parfois on pondère selon le degré de flottant, comme disent les hommes de l'art, c'est-à-dire la part du capital qui est facilement échangeable et transformable en liquide. Mais quelque part, c'est pas véritablement le problème là, parce que à ce niveau-là, au niveau du Standard & Poor's 500, toutes les sociétés ont un flottant important. Le problème, c'est que dans cette histoire,
les On vrais a un dindons de phénomène la farce. d'accélérateur qui est à la hausse, mais qui fonctionne, j'imagine, aussi dans l'autre sens. C'est ça votre sujet aussi. Ben, c'est-à-dire que là, par exemple, depuis les baisses qui ne sont pas encore énormissimes, Non. on ne peut pas encore parler de crack, mais les vrais dindons de cette farce boursière, ce sont les derniers entrés dans la danse des GAFAM. Et comme il s'agit souvent des petits porteurs, hein, ça donne l'impression qu'il y a un système inégalitaire. On a même dit que rappelez-vous, lors du confinement, il y avait beaucoup de jeunes boursiers qui s'ennuyaient et qui à distance ouvraient des Notamment aux comptes, États-Unis. notamment aux États-Unis, mais même aussi en France, hein, Ouais. qui ouvraient des comptes et puis qui commençaient à acheter des valeurs, etc., des valeurs GAFAM. Donc ils sont rentrés à des cours assez élevés. Ce ne sont pas des vieux actionnaires d'Apple. Historique. Voilà, historique. Et donc, effectivement, mais eux, ils prennent la baisse de plein fouet. La situation est donc un jeu dangereux et qui tourne pas véritablement au bénéfice des plus modestes, mais souvent quand même, au bénéfice de ceux qui sont avertis et qui ont déjà investi là-dedans. Alors, la question est-ce que si ça remonte, voilà, vous allez me dire, bah, si ça remonte, on aura cet épisode qui a peut-être fait les investisseurs vont faire la même chose et tout le monde et tout ça rentrera dans l'ordre si quelque part la spéculation reprend. Donc moi je crois que la question de la remontée de ces cours, elle se pose par rapport à l'incertitude. C'est-à-dire ce qu'on l'a dit, on l'a souvent répété, moi le premier, que les marchés financiers, les boursiers, les investisseurs faisaient l'histoire. Je le regrettais, mais c'est quand même une vérité. Sauf qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse, c'est que l'histoire sanitaire, elle commande les boursiers, qui au fond, c'est presque démocratique quelque part cette histoire, parce que comme nous tous, eh bien, ces boursiers, ils ne savent pas. Comme nous, ils ne savent pas dans 15 jours quel va être le degré de sécurité sanitaire, les contraintes qui pèseront sur telle et telle grande ville d'Amérique ou de France ou d'Italie, et quel sera le degré de l'épidémie, et donc ils se retrouvent suspendus, comme tout le monde, aux lèvres des épidémiologistes. Et ça, les investisseurs ne le supportent pas. Peut-être qu'ils ressortiront de cette crise avec un peu plus de modestie, parce que, au fond, le fait de ne pas savoir et d'être contraint de suivre des indices un peu, j'allais dire bêtement, de les suivre à la semelle pour ne pas passer à côté d'une hausse qui serait pour eux un comble, eh bien, ça les amène de degré en degré à être un peu des presse-boutons. Ouais, et puis il y a ce vrai sujet d'extrême polarisation des indices boursiers américains, notamment S&P et Nasdaq, sur quelques valeurs stars de la tech qui effectivement est problématique. Merci beaucoup en tout cas Franck. Billet Avec d'humeur signé plaisir, Franck merci à Dedieu, vous. directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck, bye.